Bonsoir et bienvenue dans cette troisième chronique que je suis en train de vous enregistrer depuis mes vacances à Porto. J'avais envie de vous parler du Samkhya dans la troisième chronique. Le Samkhya, c'est le principe de la manifestation. Donc, en quelques mots et de manière très simplifiée, la manière dont il y a une imprégnation d'une énergie dans la matière, notamment de ce qu'on pourrait appeler une âme. Dans le concept du Samkhya, qui est une des bases de la philosophie du yoga, un des deux pôles sur lesquels s'appuie principalement le yoga, on nous parle de cette incarnation de l'âme dans la matière, et c'est sur ce même principe d'ailleurs que se fonde toute la philosophie et toutes les pratiques au niveau de l'Ayurveda. Alors je fais ce petit podcast en enregistrement depuis ma chambre d'hôtel, donc il risque d'y avoir quelques petites perturbations sonores externes et j'ai pas forcément passé mon temps à mettre de la lumière un peu partout puisqu'il est assez tard là ce soir. Quand je décide de vous parler du Samkhya, c'est en relation avec les deux premiers podcasts dans lesquels je vous parle de la voie du yoga, du chemin qu'on choisit et surtout à travers l'explication du Samkhya, c'est sur quelle base s'appuie le yoga et quels seraient les grands principes. Alors le yoga, à son origine, est une pratique qui est athée, donc il n'y a pas de Dieu derrière, mais le yoga part du principe qu'il y a une énergie cosmique, donc une énergie universelle qui est à la base de toutes les âmes, de tous les purushas qui peuvent faire des expériences terrestres. Donc on parle de cette énorme conscience universelle, de ce cosmos, de cette masse indifférenciée, unie et solidaire, dans laquelle il y a juste une harmonie parfaite au niveau du fonctionnement de l'énergie. Ensuite, le principe donc du Samkhya, de l'incarnation dans la matière, puisque je vous ai déjà publié dernièrement un petit podcast dans les capsules d'éveil sur l'entrée de l'âme dans la première cellule autonome de notre corps physique, donc de notre corps matière. J'ai envie de vous parler quel est le processus que le yoga, j'ai envie de vous parler donc de ce qu'est le processus que le yoga va défendre par rapport à ça. Défendre ne serait peut-être pas le mot, mais sur lequel le yoga s'appuie. Et puis pour moi, dans mon expérience personnelle, moi j'ai mis très longtemps à comprendre vraiment quel était le principe qui était caché derrière l'Ayurveda. Je me disais oui, mais comment peut-on affirmer que en soignant tel ou tel canal énergétique, etc., on va avoir une action sur tel ou tel organe. Et puis un jour, tout s'est éclairé par rapport à cette compréhension du Samkhya. Donc là, j'essaie de vous faire un peu une première, un premier synoptique du Samkhya facile pour que ça puisse être accessible à n'importe qui, même si vous n'êtes pas déjà bien ancré dans le milieu du yoga. Au niveau donc de cette conscience universelle, de cette conscience cosmique, si vous avez une croyance, vous pouvez l'appeler votre Dieu, peu importe, il y a à un moment donné une rupture d'équilibre. On appelle ça une manifestation. Et cette manifestation serait à l'origine un son qui est le Om, qu'on peut aussi dans certains textes anciens retrouver sous la forme de Ham, ça, ou de So, Ham. Je suis cela, je représente cela, je suis la conscience cosmique et universelle. Donc à l'origine, ce premier son va créer une rupture d'équilibre dans ce silence cosmique et va provoquer au niveau de ce qu'on appelle l'éther, donc qui est un des 5 éléments qui sont expliqués ou mis en théorie dans les enseignements du yoga. Il va y avoir un déplacement dans l'éther qui va engendrer ce qu'on appelle l'air. Et l'air, en se déplaçant par friction, va provoquer un halo de feu, de lumière et de feu, donc qui va faire apparaître l'élément feu.
On peut, par exemple, si vous voyez une météorite qui s'écrase sur la Terre, voir très très distinctement un halo de feu qui l'entoure au moment où il entre dans l'atmosphère, puisque la présence d'oxygène va déclencher cette lumière intense et cette présence de feu autour de la météorite qui arrive à grande vitesse. Ensuite, cette chaleur va provoquer une énorme condensation qui, en se refroidissant, va pouvoir laisser l'eau. Et par résidu de l'eau, donc par évaporation de l'eau, il restera ce qu'on appelle la matière, qui est terre et qui va être constituée notamment de tout ce qui est minéraux lourds et minéraux légers. Donc, premier synoptique, le principe du Samkhya et de la manifestation serait que dans l'énergie cosmique, il y a à un moment donné une rupture d'équilibre qui engendre la création des éléments qui vont être de plus en plus denses pour arriver à un moment donné au niveau de la matière. Au niveau de la comparaison qu'on peut faire, ce qui n'est pas vraiment une comparaison puisque c'est le principe, c'est que quand l'âme descend dans la matière, il va être important qu'elle puisse justement traverser ces éléments pour développer certaines choses. Et la première chose dont on parle, ça va être des qualités. C'est-à-dire qu'en entrant dans ce principe de manifestation, ce qu'on appelle le purusha, qui est l'âme et qui reste indifférenciée, qui est cette étincelle divine que nous avons en nous, cette âme individuelle ou ce purusha indifférencié qui va faire cette expérience a besoin de développer et de traverser des qualités. On va parler des qualités principales, donc les trois gunas qui sont sattva, qui est cette énergie méditative, cette énergie très très paisible, très accomplie déjà. Il y a un deuxième guna que l'on appelle rajas, qui est une énergie de transformation. Une énergie de transformation dont l'âme et l'humain, donc le corps qui transporte une âme, donc la personne qui fait une expérience terrestre, va avoir besoin pour pouvoir justement retrouver sattva à un moment donné. Et il y a aussi cette nécessité de travailler à travers le guna qu'on appelle tamas. Je fais une petite pause parce que mon compagnon s'est endormi. Alors, il y a ce guna qu'on appelle tamas, qui est beaucoup plus inerte, mais qui représente en soi la densité, l'inertie, et qui est tout à fait nécessaire aussi. Dans un idéal d'accomplissement spirituel, dans une vie de yogi, il y a justement à un moment donné cette prise de conscience des qualités de l'énergie qui vont être soit sattviques, soit rajasiques, soit tamasiques, et qui vont pouvoir être utilisées en fonction des activités qu'on va faire. Le développement spirituel serait d'aller de moins en moins dans un mouvement et dans une transformation constante, mais plus dans un état méditatif. Mais Rajas est nécessaire pour justement pouvoir faire ce cheminement. On dit aussi que une atteinte de sattva le plus pur, quand on est encore dans l'expérience corporelle, serait de pouvoir amener un équilibre parfait entre tamas et sattva en supprimant rajas, en supprimant le mouvement et la transformation constante. Donc le corps peut entrer en inertie alors que l'âme peut s'élever et s'éveiller. Donc l'âme, en faisant cette expérience de la manifestation, va d'abord faire l'acquisition des qualités et va traverser ensuite ces 5 éléments dont je vous ai parlé. Donc je vous en parle depuis le haut vers le bas, donc de l'éther vers l'air, de l'air vers le feu, du feu vers l'eau et de l'eau vers la terre. En entrant, après être passé à travers ce filtre des qualités qui vont faire que selon les êtres humains, on va avoir plus ou moins de tamas, de rajas, de sattva, etc. en arrivant, il y a aussi cette traversée d'éléments et en fonction de notre tempérament, on appelle ça donc les doshas.
en fonction de notre typologie qu'on va pouvoir caractériser par des observations qu'on va faire, un tempérament au niveau caractère, etc. Mais aussi qui va avoir des similitudes avec le tempérament de nos parents, de notre généalogie, et qui va également être influencé par notre expérience de vie. On va traverser les éléments. Au niveau de l'air et de l'éther, on va développer notre part de ce qu'on appelle le dosha Vata. Donc Vata, c'est un tempérament, donc c'est une manière de fonctionner, une typologie. On pourrait utiliser plusieurs termes pour essayer de le décrire, qui va être quelque chose d'assez volatile, d'assez aérien. Et les gens qui ont ce qu'on appelle une dominante Vata vont avoir tendance à avoir justement un comportement assez aérien, léger, et une agitation mentale, être difficilement palpables parfois parce qu'ils sont très dans l'agitation, et en même temps ils ont des qualités de pouvoir être dans une discipline par rapport à leur corps, etc., et à leur pratique, notamment au niveau du yoga. Au niveau du feu et de l'eau, on va avoir cette part en nous qui est Pitta, qui va représenter le feu. Le feu, donc principalement, et l'eau aussi, mais ce dosha Pitta va être au niveau des qualités et des défauts, si on peut appeler les défauts. Donc au niveau des qualités, ça va être tout ce qui est le feu, le dynamisme, l'énergie, etc. Mais peut être aussi parfois un excès d'acidité, un excès de colère dans le corps. Alors je stigmatise, on est vraiment encore dans un synoptique très très large de ce principe du samkhya de la manifestation, et je me permets déjà de vous introduire à la fois le yoga et l'ayurveda, puisqu'on ne parle pas forcément des doshas dans le yoga. C'est quelque chose qui se développe ces dernières années parce que de plus en plus de mes collègues, de nos collègues sont formés dans les deux, puisqu'on comprend et on est plus au courant des théories et des philosophies indiennes de manière plus précise. Depuis les années 70, on a beaucoup le yoga, mais ces dernières années, on a vraiment l'ayurveda qui vient avec, parce que c'est une médecine là-bas et que c'est très très complexe à intégrer. Donc je me permets de faire le rapprochement au fur et à mesure. Donc on va avoir ce dosha Pitta. Et on va aussi avoir cette part au niveau dosha qui va être constituée d'eau et de terre, qui va être le dosha Kapha. Alors on a toujours les trois en soi. On a toujours Vata, on a toujours Pitta, on a toujours Kapha, mais selon justement, je vous le disais tout à l'heure, notre généalogie, notre bagage, la quantité du dosha que nous allons prendre dans la création de notre corps matière et de notre tempérament, mais aussi des choses que nous avons à travailler dans cette vie, nous allons avoir des dominantes. Donc on peut être soit à dominante Vata, à dominante Pitta, ou à dominante Kapha, ou encore à dominante Pitta Vata, ou Pitta Kapha, ou Kapha Vata. On a de toute façon toujours les trois. À la naissance, si on était né de parents purs, donc d'une mère et d'un père qui pratiquent la méditation, qui mangent sainement, végétariens, qui prient, qui méditent beaucoup, qui ont un mode de vie sain, qui ont une éthique irréprochable vis-à-vis d'eux-mêmes et aussi vis-à-vis des autres, donc qui ont vraiment beaucoup de respect pour leur propre véhicule, pour leur âme, qui ont aussi beaucoup de respect pour les autres, qui sont dans l'entraide, dans la solidarité, et dans la conscience que nous pourrions, sans ce manque de conscience de l'être humain en général, avoir une forme de nous sommes tous un, nous sommes dans l'unité constamment. C'est toujours la philosophie du yoga qui prône ça, bien sûr, hein. Toutes les philosophies ne parlent pas de la même manière, mais c'est en tout cas la philosophie du yoga. On va avoir un enfant, donc en fonction de toutes ces qualités des parents, on peut avoir un enfant qui naît avec ce qu'on appelle une prakriti. Donc c'est vraiment un équilibre des doshas qui va être pur, mais avec peut-être une dominante Vata ou une dominante Pitta ou Kapha, puisque c'est influencé par la génétique, la généalogie et les expériences à vivre.
mais la plupart du temps, donc on appelle ça la prakriti, il va y avoir plutôt une vikruti qui apparaît déjà à la naissance, et particulièrement chez nous, qui ne sommes pas indiens, et même en Inde, la plupart des Indiens ne vivent plus comme ça, mais qui ne sont pas dans une démarche de vie pure et spirituelle, déjà en naissant dans une famille telle qu'elle. Nous allons voir apparaître plutôt une vikruti. C'est-à-dire qu'en fonction des difficultés que nous rencontrons, du mode de vie que nous adoptons, nous allons plutôt avoir tendance à avoir des déséquilibres. Donc on pourra dire que quelqu'un a un déséquilibre vata parce qu'il a beaucoup trop d'agitation mentale, parce qu'il a des troubles alimentaires, parce qu'il oublie de manger, parce qu'il est très très nerveux, parce qu'il est très très sec, parce qu'il a des déséquilibres vata. On pourra aussi voir chez quelqu'un qu'il a des déséquilibres pitta, qui sont trop d'acidité, trop de colère, trop de nervosité, et entre guillemets les défauts de pitta, puisqu'on a toujours les qualités et les défauts. Et au niveau kapha, on peut voir chez quelqu'un qui a un excès de kapha, une accumulation de poids ou une accumulation d'inertie, donc cette tendance à être dans un mode de vie qu'on peut appeler tamasique, donc où il ne va pas bouger beaucoup, etc. Quand on est dans Kapha, par exemple, il y a ce côté peut-être un peu plus lourd, puisque Kapha représente l'eau et la terre, donc c'est la boue si on mélange l'eau et la terre. Mais il y a d'un autre côté une bonhomie, une résistance, une bonne endurance, aussi une convivialité, un côté maternant, etc. Donc il ne faut pas toujours voir les doshas, quels qu'ils soient, que ce soit Kapha, Pitta ou Vata, ont toujours à la fois leur travers et leur qualité, les choses à mettre en évidence. Donc nous avons besoin des trois dans notre vie. Au niveau physiologique, bien sûr là on entre dans l'Ayurveda, mais ici aujourd'hui on va rester dans le synoptique. Au niveau physiologique, il y a aussi énormément de symptômes typiques de l'un des trois doshas, du déséquilibre particulièrement de l'un des trois doshas. Alors je reviens tout en haut, je recommence. Donc si on part du principe de la manifestation, il y a au départ ce qu'on appelle Ishvara, qui est une conscience universelle pure, et à un moment donné, il y a une expérience de Purusha qui s'enclenche. Et pour que Purusha puisse entrer dans la matière, il va rencontrer la Prakriti. La Prakriti qui va être la nature à travers laquelle l'âme va expérimenter la vie physique. Pour avoir une prakriti qui apparaît, il faut donc les gunas, qui sont les qualités, qui vont être plutôt méditatives ou transformantes, ou alors plutôt tamasiques. Ce sont tous des nouveaux mots si vous n'avez jamais écouté ça avant, mais petit à petit, je vais vous proposer des podcasts. Donc je vous invite, si jamais ça vous intéresse, à vous abonner à ma chaîne YouTube, donc à aller sur ma chaîne qui est Jyotishmati Yogini, Jyotishmati Yogini, Yogini, et vous vous abonnez aux chroniques spirituelles, et vous recevrez aussi régulièrement des capsules d'éveil qui sont des petites capsules pratiques de méditation, de pranayama, et d'autres viendront avec des petites capsules pratiques sur d'autres thèmes qui seront toujours en lien avec le yoga et l'ayurveda, que ce soit même parfois à partir du conseil de l'utilisation des pierres que vous pouvez faire dans votre vie en lien avec l'ayurveda ou avec les choses que vous avez à travailler par rapport à vos doshas, etc. Et il n'y a pas que ça, bien sûr, puisque c'est très très vaste, mais vous aurez l'occasion de les découvrir au fur et à mesure. Donc n'hésitez pas à aller liker, vous abonner pour avoir des informations au fur et à mesure que je sortirai les chroniques. Donc je reprends, on est arrivé au guna, on a ces tempéraments, donc les doshas qui sont là, et on a donc à la base Ishvara qui va
par une expérience de manifestation, libérer un purusha qui va être une âme, qui va être notre âme, qui doit entrer dans une prakriti, dans une nature dans laquelle il va pouvoir faire une expérience physique, donc naître sur Terre. L'âme va entrer dans une première cellule d'un organisme qui est en cours de création, dans le ventre d'une mère forcément, et qui va se développer et qui a, d'après toujours l'explication du Samkhya, qui va développer pour cela au niveau du cerveau, on pourrait dire du cerveau, mais au niveau énergie, au niveau de la manifestation, qui va développer ce qu'on appelle Mahat, Buddhi et Ahamkara. Alors, Buddhi, c'est l'intelligence cosmique, c'est cette conscience universelle à laquelle on peut arriver à se relier quand on est déjà très éveillé. Il y a, je me suis trompée, c'est pas Mahat, c'est Manas ou Chitta, c'est la conscience, le mental. Il y a Buddhi qui est la conscience universelle, qui est l'intelligence universelle, et Ahamkara qui va être l'ego. C'est la sensation que l'être qui vient de s'incarner est je, et je suis. Donc, il va y avoir l'union de ces trois composantes de Chitta, les composantes du mental. Alors, dans Manas, il y a particulièrement l'activité du mental, qui n'est pas le Purusha, mais qui va être une activité qui va souvent être toxique pour pouvoir se relier à soi. Alors je parle des pensées parasites que nous avons tout le temps, des choses à faire qui nous traversent l'esprit, que nous ne contrôlons pas et qui vont sans cesse venir interférer notre capacité à être au calme et justement à nous connecter à ce qu'on appelle Buddhi. C'est le champ de conscience, c'est une ouverture vers un champ de conscience supérieur et dans lequel nous ne sommes pas seuls. L'ego aussi, bien sûr, cette image que nous allons développer, qui peut être appelée Ahamkara, mais aussi Asmita, qui va être le besoin de montrer au monde et être formaté souvent par les parents en correspondant à leurs attentes, en réalisant les choses qu'ils veulent qu'on réalise, etc. et en projetant un tas de choses sur nous. Dans l'enveloppe du mental, je vous parle aussi des enveloppes, mais ce sera pour aussi un autre podcast. Dans l'enveloppe du mental, il va y avoir aussi justement la somme de toutes ces expériences que nous faisons depuis la naissance, qui nous aident à survivre à un moment donné, c'est-à-dire d'avoir la bonne manière de réagir pour sauver sa peau en cas de danger. On entre dans le monde des valeurs et des croyances. Et quand on est dans un processus justement de sens inverse pour retourner vers plus de sattvik et plus de spirituel dans notre vie, on va entrer, si on est vraiment dans un chemin du yoga, ce qui n'est pas toujours le cas. Parce que j'en ai déjà parlé dans un précédent podcast, on est vraiment dans une ère où le yoga est devenu un phénomène de société, donc beaucoup veulent prendre ce qui leur convient dans le yoga, mais laissent le reste. Or, au départ, le yoga, c'est avant tout apprendre à retrouver l'union entre le corps, entre l'esprit et entre l'âme pour pouvoir atteindre un état d'éveil spirituel. Donc, si on est vraiment dans cette démarche, il va y avoir un nettoyage des croyances. Il va y avoir aussi une annulation de l'ego. Alors, attention, attention, je suis vigilante en disant cela parce qu'il n'est pas nécessaire de complètement supprimer l'ego, mais il est important de prendre conscience que ce n'est pas l'ego qui doit nous dicter ce que nous avons à faire. On peut avoir besoin de notre ego parfois pour se protéger, pour prendre sa place, etc. Mais l'ego ne doit pas être quelque chose qui nous aveugle. Or, la plupart du temps, c'est le cas. Parce que dès que nous nous sentons blessés ou meurtris, nous avons tendance justement avec un mental qui va être dans ce qu'on appelle Maya, l'illusion, et un ego qui est très probablement surdimensionné, avoir tendance à interpréter un événement de manière à se trouver raison et à pouvoir justifier qu'on n'a pas envie d'aller travailler et à s'opposer. Donc voilà, ça c'est toute l'enveloppe du mental.
Je vous propose d'en rester là pour aujourd'hui. Donc, je vous rappelle encore une dernière fois quelques termes. Ishvara, la conscience universelle. Il y a Purusha, cette étincelle d'âme individuelle qui va faire une expérience terrestre et qui pour cela a besoin d'une prakriti, d'une nature qui va pouvoir faire justement grâce à cette nature une entrée dans la matière en ayant développé certaines qualités qui vont être des qualités d'inertie, de transformation ou des qualités déjà très méditatives, ou les trois, de manière différemment proportionnée selon les individus. Il va y avoir aussi ces trois enveloppes au niveau du mental, manas, donc au niveau de chitta, la conscience, plutôt il va y avoir manas, le mental, il va y avoir buddhi, l'intelligence cosmique, l'intelligence universelle, et ahamkara, l'ego. Je pense que c'est déjà pas mal d'en rester là pour aujourd'hui. Il y a déjà eu les doshas dont je vous ai parlé aussi, donc ça va être les tempéraments. Et dans un prochain podcast, je vais pouvoir vous parler des sens, du retrait des sens, des organes d'action, et de tout ce que ça va avoir comme influence justement sur notre capacité ou pas à commencer à mettre notre mental au service de notre purusha plutôt que de nous identifier comme étant je suis le mental. Donc avec mon ego, je pense que je suis ce que je pense. Et là, on n'est plus dans yoga, on n'est pas dans la manifestation, on est juste dans ce qu'on appelle Maya, l'illusion. Voilà, si vous voulez me retrouver, n'hésitez pas à trouver plus d'informations sur mon site internet www.jotikasbl.com www.jotikasbl.com ou n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Jyotishmati Yogini. Je vous souhaite une bonne fin de journée si vous êtes le soir aussi, ou je vous souhaite une belle journée si vous m'écoutez à un autre moment, et je vous dis à bientôt.